enregistrer ça. Donc, bienvenue sur ce webinaire où on va parler de stratégie motrice, donc les stratégies que va mettre l'enfant en place pour se développer entre 0 et 3 ans. Fallait une niche pour ce soir, c'était les 0-3 ans. J'aurais pu mettre les 0-5 ans parce qu'en fin de compte, je trouve que c'est une belle fourchette, 0-5 ans. Mais là, 0-3 ans, par quoi? Parce que c'est principalement dans les 0-3 ans que se passe la majorité des évolutions de l'enfant. Donc voilà, on va en parler. Alors, je tiens tout de suite à le dire, pour les puristes, chaque enfant va se développer à sa manière et à son rythme, ok? Mais il y a des enfants, quand ils vont faire des choses, ils vont pas forcément bien le faire et ils risquent de pas bien se développer. Donc voilà, on ne force pas la main d'un enfant, première chose, mais par contre, on peut l'accompagner intelligemment quand c'est sur des choses euh, sensées. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir ce soir. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce soir, bah déjà, est-ce que vous avez des enfants? Mettez-moi là dans le chat, est-ce que vous avez des enfants? Ou est-ce que dans votre entourage proche, il y a des enfants? Est-ce que vous suivez des enfants? Ou alors, peut-être, est-ce que vous suivez des jeunes, c'est peut-être en sport, des jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes et qui ont des difficultés au niveau de leur motricité? Donc, dites-nous tout ça dans le petit chat. Alors, Aziza, elle nous dit, donc son enfant, il a un peu une jambe de bois. Ouais, il rampe avec une jambe de bois. Et c'est un petit combattant. J'ai conscience de plein de choses et pourtant on rate quelque chose. Ok. Déculpabilise-toi. Le problème de Aziza, parce que comme Aziza nous expose son problème, on va parler d'Aziza. Aziza, donc, bah, elle est à la fois coach sportive, à la fois c'était une grande sportive, et à la fois elle est aussi physio. Donc, en plus de ça, formée à l'approche labo-RNP, formée un peu aussi dans tout ce qui est approche neuro, etc. Donc, Aziza, tu as conscience d'énormément de choses. Donc, forcément, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le développement, ou des fois qui peut mettre un peu plus longtemps, bah, tu vas tout de suite le voir de manière exacerbée, tu vas tout de suite vouloir tu sais, Avoir un résoudre ce impact. souci-là. Voilà. Libère-toi de ça, observe. Des fois, bah, on va voir ce soir des stratégies, comment bah, on peut venir peut-être accompagner l'enfant, l'accompagner, hein, pas le sursolliciter, l'accompagner, et il y a des choses peut-être que tu régleras plus tard, tu vois, tout simplement. Alors Geoffrey, il a un enfant de 3 mois. Super Geoffrey, bah, moi je kiffe ça, parce que Geoffrey bah, est aussi sur la formation Labo RNP, décidément. Ce soir, il y en a pas mal. Euh, Geoffrey, bah, toi, tu t'es formé et du coup, tu peux voir sur un enfant un petit peu comment ça se développe. C'est génial, hein. Moi, quand j'ai commencé à me former au réflexe archaïque, je commençais à me former dans les réflexes archaïques quand mon enfant est né. Et ça a été tellement exceptionnel de pouvoir voir bah, tout ce que je voyais en formation dans la vraie vie. Donc voilà, si vous voulez vous former dans les réflexes archaïques et que vous avez 50 ans, refaites un enfant, parce que ça peut être quand même vraiment bien pour apprendre vous-même. Euh, Louis Annie, un petit neveu de 1 an. Ok, super. Donc voilà, plein de choses qui sont en train de se développer, qui sont en train de se mettre en place. Charlotte, une fille de 6 mois et encadrement de jeunes sportifs de 10 à 23 ans. Ok, donc toi, ça t'impacte complètement, donc le webinaire de ce soir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu es venu aussi. Donc bah, félicitations pour ta petite fille de 6 mois. C'est trop mignon, ça doit gazouiller encore. Ça commence à aller partout dans la maison. Et c'est là où on se dit, je vais la mettre dans le parc. Comme ça, je vais pouvoir la surveiller. Je rigole, je dis pas que c'est ton cas, mais c'est souvent ce qui arrive. Ok, et Aziza, mais oui, tu me connais trop. C'est ça, je dois relativiser. Lâcher prise, Aziza, le lâcher prise. Et 8 mois pour moi, iPhone. Donc voilà, iPhone, un enfant depuis 8 mois. C'est l'iPhone 21? Non, je sais pas plus. iPhone 11. Et Pierre, salut. Salut Pierre. Ok. D'ailleurs, Pierre, il va faire tout noir. Donc, c'est pour ceux qui ont la ref. Euh, donc voilà, hop, je vais vous partager. Je couperai pas au montage mes super blagues parce qu'elles sont tellement drôles. Euh, tac.
Il y en a un qui me dit ta gueule, donc c'est qu'il avait la ref. Ok. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, c'est bon. Yes. Oui. Ok, super, super. Donc, hop, nickel. Donc, si vous avez des questions tout au long de cette présentation, ben, n'hésitez pas. Donc, qui on est, nous? Ben, on est labo reprogrammation neuroposturale. Et, euh, et donc, du coup, ben, on est des praticiens avant tout, des préparateurs physiques et formateurs en reprogrammation neuroposturale. Donc, on parle de neurologie fonctionnelle, de posturologie, de réflexes archaïques et de réathlétisation, et puis tout ce qui est transversal, notamment chez le sportif, chez les coachs sportifs et avec les thérapeutes. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà assisté à nos webinaires? Vous pouvez répondre rapidement. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu quelques webinaires ou quelques vidéos de nous là, sur les réseaux sociaux? Première fois pour Clem. Clem, c'est Clem que je pense. Chez les Caribous, ou c'est un autre Clem? Ou une autre Clem. Louis-Annie, pas encore. Maïssa, non, première fois. Eric, oui. Clem, oui. C'est Clem de chez les Caribous. Guillaume, oui, et pas d'enfant. Charlotte, participer au mentorat de Fred Marcerou, yes. Lionel, oui. Ok, super. Donc, voilà, on va pouvoir un petit peu discuter de tout ça. Tac. Ah, ça, ça a sauté le document ou c'est moi? Moi, je vois labo juste. Tu vois juste là-bas? Mhm. J'ai essayé de zapper la page, mais ça n'a pas tourné. Mhm. Hop, voilà, c'est bon? Hop, c'est bon. Super. Il y a encore des gens qui arrivent en cours de route, donc voilà, si j'ai 2 secondes d'absence, c'est que je les accepte. Bah, tout simplement, vous, première question, est-ce que vous avez rencontré des problèmes dans l'enfance? Ou bah, peut-être des choses, vous vous en souvenez plus, ou peut-être que vous en souvenez parce que c'était marquant, ou des choses que vos parents vous ont dit, ah bah oui, toi, t'as jamais rampé, toi, t'as fait ci à tel âge, toi, t'as marché seulement à l'âge de 2 ans, etc. Ou est-ce que bah, les enfants que vous avez, pour les parents, là, est-ce qu'ils ont des problématiques? Est-ce que les enfants de votre entourage ont des problématiques? Alors, Et est-ce que Guillaume, vous oui, je traînais demandez, ma jambe droite sous mes fesses, ok. ok, et est-ce que vous demandez à vos sportifs, est-ce que ça fait partie de votre bilan de départ? Remonter un peu en arrière et qui demandent, ouais, est-ce que tu as bien rampé et tout ça? Ouais, dans votre anamnèse, de savoir comment ça s'est passé dans l'enfance, même est-ce que tu te rappelles la première fois que tu t'es blessé, quoi, où tu as eu une douleur, où tu t'es fait première tendinite? Il y a des fois, quand on en discute avec des gens, c'est important de définir quelle a été la première blessure. Et il y en a qui disent, oui, je me rappelle, moi, à 3 ans et demi, je me suis retrouvé aux urgences parce que je suis tombé d'une chaise et Ouais. je me suis cassé le poignet, etc. Donc voilà, Et ça même peut avoir si, un impact. voix basse, césarienne, il y a un impact aussi. Mm. Ouais, est-ce que la maman, elle a eu une grossesse normale, même aller Mm. jusque-là? Ce sont des choses qui ont un impact du coup sur bah, la psychomotricité par la suite, hein. Alors, Clem, écran plus plus, a priori pour moi, et pas de ramper. Eh bien, Ça veut dire que ton enfant, Clem, a des écrans, a beaucoup d'écrans, c'est ça? Ou c'est ce que tu vois toi en consulte? Ma fille a toutes ces étapes de développement. Ah, ok, non, oui, toi, ta fille, ok, c'est bon. Toi, c'est les enfants que tu vois, parce que Clem fait de la neuro aussi et fait beaucoup de consultations avec des enfants. Ouais, alors, moi, j'étais tout le week-end avec des psychomotes et des ergothérapeutes. Les écrans, le manque de motricité actuel, c'est un carnage, hein. Et eux, ils s'en rendent compte immédiatement au cabinet. C'est vraiment, il y a vraiment une grosse problématique avec tout ça en ce moment. Voilà. Ça va être quelque chose bah, c'est triste, mais d'un côté, ça va nous faire bosser dans le futur et de plus en plus. Et ouais, c'est un métier d'avenir, hein. on en parlait, c'était aujourd'hui qu'on en parlait ou hier, je sais plus. Hier, on en parlait dans un podcast là qu'on tournait avec Pierre Dufraisse ça, de Verisme TV. Et je disais qu'il y a des gens que j'ai en consultation maintenant. J'ai de plus en plus de mineurs en consultation, des 10, 18 ans,
et qui ont des problématiques de choses que je rencontrais chez des personnes seniors avant qui venaient me consulter. Donc, c'est complexe. Pourquoi les seniors, ils avaient ces problématiques? Bah, parce qu'ils ne bougeaient plus. Pourquoi les jeunes ont cette problématique? Bah, parce qu'ils ne bougent pas. Eric, fracture du cubitus à 2 ans en tombant du lit à barreaux. Ok. Clem, non, moi, quand j'étais bébé. Ah, toi, ma fille, zéro écran et toutes ces étapes. Ouais, je pense bien que ta fille, tu fais attention. En consulte TDAH, 100% écran. Ouais. Et jeux vidéo, violents de plus en plus jeunes. Ouais. Mm. Mortal Kombat à Ouais. 3 ans, c'est pas ouf comme. Counter-Strike, un truc Ouais, comme ça. Ouais. c'est clair. Ma fille est née par césarienne, Charlotte. Ok, donc on sait déjà qu'il y a des réflexes archaïques, des étapes qui sont chantées. Et c'est pas grave. La magie de ça, c'est que ça peut se remettre à toute période. Très curieuse de savoir quelle différence avec voix basse et les impacts. Alors, Foulk de, je vois pas le suite du nom. Hello, merci. Ok. Donc, effectivement, on peut rencontrer tout un tas de problématiques. Et, euh, et forcément, bah voilà, on peut se demander est-ce qu'il va y avoir un impact sur mon enfant ou pas. Alors, on dit souvent en posturologie, 90% des gens ont un problème de posture. Ok, c'est pas parce que la personne va venir avec un déséquilibre de la posture ou va être née par césarienne plutôt que par voie basse, va rencontrer des problématiques dans le futur. Par contre, la plupart des gens qui ont des problématiques ont forcément eu des problématiques dans leur développement. Pourquoi on parle des 0 à 13 ans? Parce que c'est un peu le momentum au cours duquel les enfants développent le plus leur système nerveux. Euh, donc, donc voilà pourquoi on va parler de ça. Vous savez, le système nerveux, il commence déjà à maturer un petit peu pendant la période de gestation, donc dans le ventre de la maman. Donc tout ce qui se passe dans le ventre de la maman a un impact forcément sur l'enfant. Et forcément, bah, l'accouchement a un gros impact parce qu'on peut naître par voie basse, on peut naître par césarienne, on peut naître avec des forceps, vous savez, pour tirer le bébé, etc. C'est même assez choquant quand on voit après la forme de la tête du bébé, mais qui se remet bien. Et il peut y avoir tout plein de problématiques, même avec les enfants qui naissent par voie basse, parce que des fois, vous savez, pour l'enfant, naître par voie basse, c'est quand même une sacrée étape. C'est là où ils utilisent leur réflexe tonique asymétrique du cou, qui est une sorte de mouvement contralatéral pour s'extraire du canal de la naissance, justement. Et des fois, c'est plus compliqué d'un côté que de l'autre, donc on va avoir des problématiques. On peut avoir un pied qui s'en sort moins bien, et après, il va falloir refaire des stimulations pour le remettre comme il faut dans les jours qui vont suivre, etc. Donc voilà, on peut naître par voie basse et avoir quand même des problématiques. C'est sûr que la naissance par voie basse est mieux. Pourquoi? Bah, parce que vous savez, l'enfant, il va avoir toute une protection, ok, au niveau microbienne. Donc, c'est bien pour lui de passer par voie basse. Mais bon, il y a encore, même si ça passe par voie basse, voilà, il peut y avoir tellement de choses qui peuvent ne pas matcher à côté que voilà, il ne faut pas tant vouloir. Par exemple, je prends l'exemple de Charlotte qui me disait né par césarienne. Si ton enfant est né par césarienne, euh, donc voilà. Après, il y a aussi tout ce qui est le temps de contact avec la maman après la naissance, qui est très important. On a tendance souvent à prendre vite fait le bébé. Alors, on le met sur la maman et au bout de 2 minutes, on l'enlève. Ok. L'enfant, il faudrait qu'il reste 1 à 2 heures sur le ventre de la maman avant qu'on puisse l'enlever. Mais on est quoi? Dans une salle d'accouchement. Donc, il va falloir, après, nettoyer, grosso modo, quoi. Enfin, rendre le peser. Ah oui, c'est très important. Il faut le peser, il faut le mesurer tout de suite, hein, dès qu'il naît. Et après, lui mettre déjà des beaux petits habits. Et puis après, on le rend à la maman. Mais pendant ce laps de temps, ben, l'enfant, normalement, il doit créer des connexions avec la maman. Donc voilà, s'il ne crée pas ces connexions, que c'est pas assez long, ben là, ça va provoquer aussi des problématiques. Euh, Après, il y a des fois, on ne peut pas faire autrement. Césarienne, voilà, ben, l'enfant, tu ne vas pas l'avoir tout de suite sur toi. La maman qui peut avoir une opération après l'accouchement, bah voilà, c'est pareil, ça va être problématique. On va retirer l'enfant de la maman. Bon, voilà. Moi, je me dis, il faut relativiser. S'il y a déjà le contact avec le papa pendant ce laps de temps, bah, c'est déjà bien. Ok. Je sais que les césariennes, c'est compliqué parce que des fois, l'enfant est coupé du papa et de la maman. Donc voilà, il faut voir au cas par cas quoi, comment ça se passe. Et après, en se disant, tiens, comment on peut agir, comment on peut aider ça.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, Clem, oui, GTA, Mortal Kombat ou Call of entre 3 et 5 ans. Mais c'est parfait. Donc, voilà. Euh, hop. Donc, après, au niveau de la naissance, bah, il peut y avoir l'enfant qui va allaiter ou pas la maman. Et puis, il y a des mamans qui pourront, même si elles veulent, qui n'arriveront pas à allaiter leurs enfants. Il y en a d'autres, ça va allaiter. Il y en a d'autres qui vont s'arrêter au bout de 1 mois, d'autres au bout de 6 mois, d'autres au bout de 1 an. Voilà. Il y en a d'autres qui vont dormir avec leur enfant pendant les 6 premiers mois, d'autres pendant 1 an, d'autres jamais. Et après, il y a tout ce qui va se passer entre ces 0 et 3 ans, justement, même entre 0 et 1 an. L'enfant, il est dans sa chambre, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le laisser pleurer quand il est dans sa chambre? Est-ce que je dois... Parce que tu sais, à un moment, il faut aussi euh, bah voilà, le laisser pleurer parce qu'il faut qu'il apprenne à s'en sortir seul, ce bébé, tu vois. Où est-ce que je dois y aller? Tu vois, ah non, il faut le réconforter. Ouais, mais attends, si tu réconfortes, tu vas en faire voilà, une pleureuse, un pleureur, etc. Donc voilà, le bébé, il faut qu'il se renforce. Donc voilà, c'est l'hormèse. Euh, donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Comment vous voyez ça? Là, on parle juste des moments de l'accouchement, la première année. Est-ce que dans les problématiques que vous rencontrez, est-ce que vous avez justement des enfants qui ont été là dans tout ce que j'ai décrit? Alors, plus ou moins, hein. Voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à répondre là, dans la petite fenêtre de discussion. Et après, on va retrouver ben, des autres choses. L'étape 0 à 1 an, où, ben, vous voyez, comme sur la photo, l'enfant va commencer à marcher. L'enfant va même commencer à marcher, on va l'aider. Euh, Allez, vas-y, va jusqu'à maman, ouais, bravo, etc. Où l'enfant va être assis, ok? L'enfant va faire de la quadrupédie, mais un peu que d'un côté, là, comme on voit là sur la photo de gauche. Un petit peu ce que Guillaume nous disait, du coup, hein, avec la fesse, la jambe qui traîne sous la fesse. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on va voir dans la première année. Ensuite, des choses vont arriver. Donc l'enfant va commencer à marcher, va commencer à courir. Il peut y avoir des grosses pertes d'équilibre. Je me rappelle euh, une, une connaissance qui me racontait qu'elle avait une de ses filles, mais tout s'est passé comme il fallait, hein. Enfin, selon elle, en tout cas dans l'étape de développement, j'essaie un peu de détailler. On n'a pas vu de bug, mais après on est en train de discuter dans le train, donc on ne pouvait pas non plus trop détailler. Mais qui me dit, bah, moi j'ai eu 2 filles, élevées pareil. Par contre, il y en a une, on lui mettait un casque et des protections quand elle marchait, parce que dès qu'elle marchait, elle perdait l'équilibre, elle se tapait tout le temps partout. Et elle a marché comme ça jusqu'à ses 3 4 ans, avec protection et tout, hein, donc c'est hallucinant. Et, ça, en se mettant, elle a inscrit un peu au cirque. Et du coup, c'est comme ça qu'elle s'est développée. Et du coup, ça allait bien après. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui arrivent dans votre entourage? Les pieds mal positionnés, comme on avait parlé après l'accouchement, par exemple, ou un port de pied qui se fait mal. Ok, donc on voit par exemple des enfants qui marchent, qui ont les pieds plats. Est-ce que c'est normal pour un enfant d'avoir les pieds plats à 3 ans? Euh, Vous pouvez réagir dans la fenêtre de discussion, hein, et puis me dire, vous, en fonction de ce que je dis, est-ce que c'est normal ou pas? Euh, un enfant qui va avoir des problématiques de port de cou, vous savez, il aime pas être sur le ventre, l'enfant. Qu'il y a un enfant qui aime pas être sur le ventre. Parce que dès qu'on le met sur le ventre, pleure beaucoup, n'arrive pas à tenir sa tête, ok, n'arrive pas à se redresser. Un enfant qui va avoir des problématiques pour se retourner. Vous savez, alors il arrive à se retourner dans un sens, mais dans l'autre sens, pas du tout. Impossible. Une tortue. Donc, il faut l'aider à se retourner. Quand on approche des 3 ans, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'énurésie nocturne? Est-ce qu'on a des problèmes lors du développement du langage? Ok, à 3 ans, c'est des choses qu'on commence à percevoir. Est-ce qu'il y a des problématiques dans le développement du langage? Est-ce qu'il y a des problématiques au niveau du sommeil? Ah, mon enfant ne fait pas ses nuits. Il a 3, 4, 5 ans. Ah, quand mon fils est né, mon voisin de derrière, il me dit, oh, ben, j'espère que ton enfant, il fera pas comme ma fille. Ma dernière fille, elle n'a pas fait ses nuits jusqu'à 5 ans.
What the fuck? Jusqu'à 5 ans, il n'a pas fait ses nuits. Moi, ça va. Moi, le mien, il a mis 1 mois pour faire ses nuits. J'étais content. J'ai de la chance. Alors, après, il y en a qui mettent un peu plus longtemps. Mais du coup, à 3 ans, est-ce que l'enfant fait ses nuits, quoi? Est-ce qu'une notion d'âge est à prendre en compte pour le retournement? 3, 4, 5 ans. Oui, une notion d'âge est à prendre en compte. Et si tu veux, Charlotte, tu m'enverras un mail et je pourrais t'envoyer un espèce de guide de psychomotricité. Je regardais un petit peu, tu vois, mon fils, là où il en était. Alors, j'étais pas 1 mois près, hein, j'étais pas au mois près. Mais par contre, tu peux regarder à peu près les étapes de développement neuro. C'est un document de psychomotricité pour pour les nourrissons et les enfants. Aziza nous dit on a eu le souci des retournements. À droite, super. À gauche, ça coinçait beaucoup. On a bossé. Poursuite des yeux à gauche. Réglé. Ok. Je veux bien aussi le guide, s'il te plaît, Adrien. Aziza. Ok, bah vous me ferez un mail et puis je vous donnerai ça. On m'a montré un guide, mais c'est tellement personnel. Oui, alors après, c'est un guide. Ça ne veut pas dire que ça va être ça à 100%. Voilà, c'est une information. Il y a des retards qui peuvent être plus ou moins faits. Par contre, s'il y a trop de retard sur certaines choses, bah, on se méfie. Vous savez quand même que pour les mamans ou les papas, vous savez que au début, quand l'enfant naît, le lendemain, il est visité par le pédiatre qui va tester des réflexes archaïques. Ce qu'on parle ce soir, en fait, quand il va tester des réflexes archaïques et va regarder comment l'enfant réagit en fonction de certaines notions. Pourquoi? Parce que comme les réflexes archaïques, c'est ce qui va permettre de développer tout ce qui est de la sphère posturale, émotionnelle, cognitive. On peut déceler des retards, des problèmes neurologiques dès la naissance si des choses ne sont pas déjà présentes. Vous savez, quand, par exemple, le pédiatre il prend l'enfant et le met debout sur une surface dure, sur une table, et que l'enfant il fait l'action de marcher, donc c'est le réflexe de Thomas. Euh, voilà, ça c'est un signe de bon développement neuro, par exemple. Donc, encore des autres problèmes qu'on peut rencontrer, l'enfant qui va faire énormément de colère. Énormément, énormément. Alors, je dis pas l'enfant qui va faire des petites colères, c'est normal le soir que l'enfant se décharge, mais l'enfant qui va faire des colères, des grosses colères tout le temps. Ce que je veux dire, c'est vers quel âge on s'inquiète? Ma fille se retombe très bien d'un côté, moins bien de l'autre, mais je pense qu'elle est encore petite. Elle a 6 mois. Il n'y a rien de perturbant pour moi. Elle a 6 mois révolus, 6 mois dans 10 jours. Ok. Donc voilà, elle se retourne d'un côté. Elle arrive à se retourner dans un sens et enfin, je veux dire, quand elle est elle arrive à se retourner du dos sur le ventre, du ventre sur le dos, mais que dans un sens, c'est ça? Et c'est l'autre côté qui bug un peu plus. Personne ne répond, alors je continue. Si tu veux des problèmes, il avait un Moro hyperactif. Donc le réflexe de Moro, c'est, vous savez, quand par exemple on prend l'enfant, on le lâche un peu comme ça, enfin on le fait descendre, il va s'ouvrir et se fermer. Un Moro hyperactif, impossible qu'il dorme sur le dos. J'ai dû le mettre sur le ventre, contre avis pédiatre. Donc voilà, la maman a un Moro et un RPP, un réflexe de peur paralysante. Donc ce sont des réflexes de stress, hein. Donc Charlotte, oui, plus facilement d'un côté. Bah, si elle le fait déjà d'un côté, c'est déjà bien. Après, voilà, tu peux l'entraîner, la stimuler. Des fois, elle est dans l'autre sens sans problème. Clem, ma fille est sur le ventre depuis sa première journée de naissance. Ouais. Alors, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis où ils mettent les enfants. C'est c'est un gros centre d'études, hein. Ils mettent les enfants dès la naissance sur le ventre et ils s'aperçoivent que l'enfant, au bout de 3 mois, il rampe. Alors que normalement, l'enfant devrait le faire plus tard. Ok. Donc ils s'aperçoivent, mais même avant 3 mois, je crois, c'est au bout de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, l'enfant rampe s'il reste sur le ventre tout le temps. Alors que en laissant le bébé sur le dos la plupart du temps dans la journée, dormir sur le dos, etc., l'enfant va mettre un peu plus de mois pour ramper. Donc voilà, donc ouais, ça pose aucun problème que l'enfant soit toute la journée sur le ventre. Après, il faut surveiller. On dit souvent je veux pas raconter de bêtises, hein, mais dans les syndromes de mort subite du nourrisson, je crois qu'il y a un RPP ou un Moro et un réflexe tonique asymétrique du coup, qui est bien présent. Il me semble que c'est ça. Je ne sais plus
je ne sais plus où je l'ai vu il n'y a pas longtemps encore, ce truc-là. Mais je l'ai vu. Donc, dans la mort subite du nourrisson, on dit souvent si un RT assez mal intégré, un moro mal intégré, voilà, ça peut causer problématique. Mais donc voilà, ça à surveiller. Sinon, le reste du temps, ben, il n'y a pas de prescription à avoir un enfant sur le ventre. Alors, Clem, 4 mois, j'avais plusieurs patterns. Hop, je reviens de ramper et de 4 pattes et planche plusieurs secondes. Ok, 4 mois. Donc voilà, nickel. Donc voilà, et c'est pas parce que là, à 4 mois, il y a un rampé et que le bébé de Charlotte va le faire à 6, 7 mois que c'est problématique, hein, pas du tout. Alors, Stéphane, oui, Moro RTAC dans le grand livre des réflexes. Ah ben voilà, c'est peut-être dans le grand livre des réflexes que j'ai mis là, parce que je pars en vacances demain, et enfin après-demain, et je voulais l'emmener avec moi pour le relire. Donc c'est peut-être là que j'ai eu. C'est écrit dans le grand livre des réflexes, en effet. Ok. Clem, il faut surtout être à l'écoute et lui proposer des choix de motricité, ventre, côté gauche et droit, et dos, et aller au rythme de l'enfant, enfin mon opinion. Ok. Aziza, oui, heureusement qu'il a eu. Moi, si je t'avais écouté avant, t'aurais stressé. Non, mais il faut pas stresser. Voilà. Euh, Il y a des choses qu'on peut pas maîtriser de toute façon. Euh, Et donc, voilà, faut s'y faire. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Là, c'est les problématiques qu'on peut rencontrer régulièrement chez l'enfant. Est-ce que vous en avez rencontré d'autres problématiques? Est-ce que vous vous retrouvez ou vous retrouvez des gens là-dedans, vous savez, du genre, tiens, je vais. Moi, la photo du milieu. Les photos, j'allais dire. Toutes les photos me parlent, en fait, hein. Mais la photo du petit garçon à gauche, là, qui rampe que d'un côté, versus la petite fille qui est assise toute seule, euh, et qui m'a l'air bien jeune. Et on reparlera de sa tenue vestimentaire aussi. Et l'enfant, là, qui se fait aider par ses parents pour marcher, ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Les pieds entrés vers l'intérieur, ça m'a empêché de marcher convenablement. Croche-pied incessant. Ok. Donc ça, tu vois, c'est des choses. En plus, sur un enfant, on peut vite, vite, vite retravailler, remettre en route. Et ça, dès le jour de la naissance. Ok. S'il n'y a pas plus de questions, on va passer à la suite. Est-ce que vous savez ce que c'est un réflexe archaïque? Dites-moi tout. Est-ce que vous savez ce que c'est un réflexe archaïque? Là, je vous en ai mis quelques-uns en photo. Qui ne sait pas ce que c'est un réflexe archaïque? De toute façon, je vais le réexpliquer vite fait. Mais le réflexe archaïque, c'est par exemple, vous savez, quand on voit un enfant qui vient de naître, on lui donne, je prends toujours les mêmes exemples, mais pour moi, c'est les plus parlant. On lui donne notre doigt, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il enserre le doigt avec sa main et il serre très très fort. On dit, wow, il a de la force ton enfant, mais punaise, il est fort, hein. Ah ouais, c'est bien le fils de son père. Ah, c'est la fille de son père. Bah non, c'est tout simplement un réflexe archaïque d'agrippement. Pourquoi qu'on garde depuis que l'être humain est être humain? Donc ça remonte à des milliers d'années. Parce que pour se déplacer, bah, il fallait s'agripper à la maman, qui était bien poilue à l'époque. Donc voilà, il y a un peu moins de maman poilue, mais ce réflexe d'agrippement est toujours en place. Et ce réflexe d'agrippement, donc, il se retrouve aussi au niveau des pieds, hein. Si on met le doigt au niveau du pied, hop, le pied va aussi s'agripper comme ça, ce qui permettait à l'enfant de se déplacer avec la maman. Et, du coup, voilà, c'est ce qui permettait de survivre, hein, au tout début de l'évolution. Maintenant, on l'a gardé. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, c'est ce réflexe quand il va se mettre en place. Après, l'enfant, il va apprendre, il va se frotter les mains, il va se désensibiliser, il va apprendre à créer des connexions, en fait, des autoroutes de l'information. Je ne sais plus qui c'est qui parle d'autoroute des réflexes archaïques. Je crois que là, c'est Masgutova. Et donc, ces autoroutes de l'information qui vont venir jusqu'au cerveau et dire, ouais, attention, il y a quelque chose au bout. Et par des développements, comme on le voit en neuro, donc céphalocaudal et proximodistal, donc ça part du cerveau vers le tronc et puis ça repart vers les extrémités. Ensuite, eh ben, on va avoir un enfant qui apprend à gripper, à relâcher, à prendre des balles, prendre des plus petites balles, prendre des stylos et au final faire de la motricité fine, donc écrire, faire des tâches plus complexes, etc. Alors, Fulken nous demande, je me suis toujours demandé pourquoi on parlait des réflexes archaïques primitifs et non de réflexes reptiliens. Ce serait peut-être plus parlant.
Bah, parce que il y a quelqu'un qui a donné ce nom-là. Et puis voilà. Il y en a qui parlent de réflexes primordiaux, notamment l'IMP de Paul Landron, il parle de réflexes primordiaux. Voilà. Le nom le plus commun, c'est réflexe archaïque. Et dans ces réflexes archaïques, tu vas avoir des réflexes de vie, etc., etc. Et donc voilà. Mais réflexes reptiliens, pourquoi pas? Euh, c'est une idée. Euh, tac. Donc voilà, il y a plusieurs réflexes archaïques, il y en a environ 72. Il y en a qui se développent déjà dans le ventre de la maman, ok, et qui vont se développer bah, notamment entre, on va dire, entre 0 et 7 ans. Les réflexes archaïques se développent, mais c'est vrai que la plupart des réflexes archaïques se développent la première année jusqu'à 3 ans. Voilà, c'est vraiment le panier là où les réflexes archaïques se développent le plus. Si un réflexe archaïque n'est pas bien développé, ça peut entraîner ben, plusieurs complications. Ben, par exemple, un réflexe d'agrippement qui va pas être bien développé, par exemple, quand vous serrez la main à quelqu'un. Ok. En plus, de nos jours, on serre un peu plus la main qu'on fait la bise. Merci le Covid. Mais quand on serre la main à quelqu'un, des fois, il y en a qui nous broient la main. Il y en a d'autres, des fois, ben, c'est tout mou. Ok. Ben là, c'est un réflexe archaïque mal intégré. Soit il y a une hyperactivité dans le réflexe archaïque quand il nous broie la main, soit il y a une hypoactivité dans le réflexe archaïque. Donc là, il est tout mou. Voilà, il n'arrive pas à activer sa main. Donc voilà, on va rencontrer plusieurs problèmes avec ça. La personne qui va être hyperactive, on va pouvoir retrouver des enfants, qui vont tenir leur stylo comme ça à l'école, ou qui vont avoir du mal, ils vont le tenir comme ça, au lieu de le tenir comme ça. Et donc ça va causer des problématiques. On va le retrouver sur l'écriture à l'école, mais on va retrouver aussi énormément de problématiques voilà, avec ces réflexes-là, dans plein d'activités, quoi. Euh, je vais donner un exemple, le réflexe de Babinski. S'il n'est pas intégré, on va retrouver des problématiques de développement au niveau des pieds. Euh, Pas de voûte plantaire, ok, qui va se creuser parce que le réflexe de Babinski vient creuser la voûte plantaire. Et on va retrouver des problématiques même au niveau des hanches parce qu'il vient créer la mobilité au niveau des hanches. Donc voilà, déjà, ça vous donne une astuce, hein. Si vous voulez développer la mobilité, bah, des fois, allez tester les réflexes de Babinski plantaire chez vos sportifs. Et ça va être déjà le premier axe de mobilité à créer pour libérer la hanche. Et va venir même développer les ATM, donc tout ce qui est articulation temporomandibulaire, la mâchoire, etc. Donc, un enfant qui va avoir des difficultés de langage, on peut retrouver, par exemple, un réflexe du pied mal intégré. Un enfant qui va avoir un agrippement trop serré, eh ben, on peut retrouver aussi un problème de langage. Donc, on va aller chercher un petit peu dans tous ces réflexes archaïques, bah, ceux qui ne sont pas bien intégrés pour pouvoir permettre après de mieux les intégrer. Mais la question, c'est comment on fait? Comment on va les chercher? Bah déjà, on peut les chercher facilement hein, par l'observation, mais aussi comment les réintégrer. Est-ce qu'il faut réintégrer, par exemple, mon enfant a du mal à faire du quatre pattes, il le fait un peu de biais. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on a partagée aujourd'hui, que j'ai partagée sur mon Instagram et sur l'Instagram de Labo, où je montrais justement là, ces enfants là qui marchaient de biais à quatre pattes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce cas-là? Est-ce qu'on leur montre comment marcher à quatre pattes? En fin de compte, si ils ont du mal, c'est qu'ils ont loupé quelque part un bon développement en amont de ce quatre pattes. Donc, est-ce que c'est du quatre pattes qu'il faut leur montrer ou c'est ce qu'il y a avant qu'il faut aller venir réintégrer? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi tout. Avant, désolé, je n'ai pas compris. Bah, si ton enfant, Maïsen, si ton enfant a une problématique, euh, je sais pas, moi, par exemple, a du mal à marcher. Est-ce qu'il faut que toi, tu l'inities à la marche en lui montrant comment bien faire ou en l'aidant? Ou est-ce qu'en fait, il faut aller voir ce qui s'est passé avant et venir corriger ce qui s'est passé avant pour l'aider? Qu'il faut vérifier les réflexes qui émergent avant. Yes. On peut aller chercher ce qui se passe un petit peu avant. Clément, il dit base de la pyramide.
Alors, la pyramide, tu parles de la pyramide de Williams et Schellenberger qui place le système sensoriel en bas ou de la pyramide que tu as partagée la dernière fois sur ton compte avec les réflexes archaïques qui sont encore avant, et je crois que c'est de Mélilo, celle-là, où on place les réflexes archaïques, après le système sensoriel, etc. Oui, exact. Mais comme je ne sais pas de laquelle tu parles quand tu as dit oui, exact, euh, voilà. Les deux, ok. Yes. Donc voilà, donc les réflexes archaïques, il faut se dire, ils sont à la base de notre développement. Déjà, quand on marche, enfin quand la maman marche, pardon, la maman marche, le bébé est dans le ventre. Bah, rien que le fait que le bébé il se ballotte comme ça là dans le ventre, ça bouge, ça va venir développer le système vestibulaire qui est lié à l'équilibre, etc. Quand la maman bouge, bah, l'enfant il va aussi sentir les parois, vous savez, les parois du ventre de la maman, bah, ça lui donne un contact proprioceptif. Donc déjà, il y a des choses qui se développent dans le ventre de la maman. Et il faut savoir que le premier réflexe de stress, le réflexe de peur paralysante, se développe avant la naissance. Ça veut dire qu'au moment où on est, c'est le réflexe de Moro qui va apparaître. Donc il y a un autre réflexe de stress, mais qui vient après, et des réflexes de stress de survie, quoi, qui apparaît. Et normalement, voilà, donc du coup, le RPP devrait être intégré. Et pourtant, dans nos consultations, moi, si je regarde 90% des consultations que je fais en posturologie, je vois des RPP partout. Donc voilà. Et de plus en plus chez l'enfant. Les enfants ont vécu quelque chose de très traumatisant. Vous savez que le développement, la relation avec autrui se passe par les expressions du visage notamment. Et là, avec les masques, il n'y a plus il y a plus cette interaction entre les gens avec les sourires, les mimiques, etc. Et donc, du coup, ça crée des traumatismes chez les enfants. Il y en a certains qui le verbalisent, hein, qui le disent clairement que c'est ça, d'autres moins, mais ça crée des stress. Je ne sais pas si c'est pareil au Canada. Clément, tu nous le diras, parce que c'est intéressant de savoir comment ça se passe. Euh, et donc voilà, mais en tout cas, ici, impressionnant le nombre de RPP qu'on voit. Et même chez les adultes, hein, énormément d'adultes ont fait ressurgir leur RPP. Alors, un réflexe archaïque, normalement, il s'intègre. OK. Et il est là, il sera présent en vous quelque part, il va sommeiller et il va être présent pour vous permettre de réagir à un moment. Par exemple, une voiture me fonce dessus, bah, il faut quand même que j'ai le réflexe de m'écarter rapidement. OK. Si maintenant mon réflexe est mal intégré, bah, je vais peut-être rester figé sur place. Et du coup, bah, là, je risque de me faire écraser. Donc, donc voilà, il faut quand même que le réflexe soit bien intégré. Il ressurgit au moment où on en a besoin et puis après, hop, il repart. Tu t'entraînes en même temps, c'est quoi la question? C'est vrai qu'il doit être, c'est l'après-midi au Canada. Euh, la question, c'était, Clément, est-ce que toi, tu as remarqué depuis le Covid qu'il y a de plus en plus de réflexes de peur paralysante? Le réflexe de peur paralysante, le RPP. Alors, il y a plusieurs manières de le détecter, le réflexe de peur paralysante. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, par exemple, sans prévenir, tu vois, je vais claquer dans les mains en ramenant mes mains très rapidement proche des yeux de la personne et je vais voir comment elle réagit. Si la personne, elle, va se pétrifier ou va faire un gros retrait, voilà, c'est possible que ça soit un RPP ou un Moro. Donc, ouais, après, je vais questionner, je vais beaucoup questionner la personne. Eric. Hop. Alors, je vois pas quel Eric c'est. Est-ce que c'est Eric qui est sur notre formation ou pas? Parce que du coup, si c'est Eric qui est sur la formation, tu as toutes les réponses dans le module 3. Yes, oui. Donc, si c'est ça, je te réfère le module 3, tu verras toutes les réponses. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les réflexes archaïques. J'utilise le questionnaire et test de rapprochement. OK. Donc, voilà. On utilise les mêmes outils outre-Atlantique. OK. Et du coup, on va se demander, mais qu'est-ce que je vais faire pour réintégrer tout ça? En fin de compte, ce qu'on va se dire, alors ça, c'est du travail qui vient de Svetlana Mazgutova, une grande experte des réflexes archaïques, et qui du coup a défini 8 stratégies motrices qui se développent en fin de compte toutes au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Dans ces 8 stratégies motrices,
on va dire, c'est quoi? C'est les grandes organisations du mouvement au sein desquelles vont se mettre en place les RA, les mouvements primordiaux. Et si les stratégies ne se développent pas à temps, bah, du coup, la stratégie suivante, elle va être ralentie. Ou du coup, elle va être bloquée. Donc, c'est primordial pour un bon développement intellectuel, émotionnel et postural de le faire. Et alors, pourquoi on parle d'émotionnel, de cognitif et de posture? Parce que les réflexes archaïques, ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est au niveau du cerveau, du développement du cerveau, c'est quand le moteur se développe. Ensuite, il va y avoir l'émotionnel qui va se développer et ensuite tout ce qui est cognitif. Donc, c'est par le moteur qu'il faudra repasser si on veut traiter l'émotionnel et le cognitif. Et encore trop de thérapies n'utilisent pas assez le moteur pour venir régler les problèmes émotionnels. Il y a même des études scientifiques qui ont été faites là-dessus, hein, sur cette thématique de les thérapies mentales n'utilisent pas assez le physique pour, le mouvement en tout cas, pour régler les problématiques émotionnelles. Je vous laisse chercher sur PubMed, assez facile à trouver les études là-dessus. Elles sont assez intéressantes. Donc voilà, il y a 8 stratégies motrices. Alors, je vais vous les faire de manière concise, hein, parce que voilà, l'objectif, c'est pas de vous faire un cours non plus soir, mais c'est de vous donner le bon discours, que vous puissiez aller regarder et puis même retravailler déjà là, après ce webinaire, avec les gens. Le premier réflexe, en tout cas qui va venir, le premier réflexe, la première stratégie motrice, c'est tout ce qui est lié à la radiation du centre du corps. Donc tout ce qui est flexion, extension, tronc et membres. Ce qu'on appelle plus communément la radiation du nombril. Ok. Donc, elle permet la connexion entre le centre de gravité qui est situé sous le nombril et la conscientisation de notre axe et notre périphérie qui est relié. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça permet de développer les autres mouvements primordiaux qui vont venir par la suite, de contrôler la posture, qui va permettre un bon développement des réflexes archaïques, etc. Mais surtout aussi, ça va avoir un grand lien avec la survie et la protection. Donc, du coup, là, il y a déjà pas mal de réflexes archaïques qui vont se mettre en place grâce à cette orientation du centre. Ça va être les réflexes toniques labyrinthiques, donc on parle de tout ce qui est système vestibulaire, d'équilibre, etc. Des réflexes de Pérez, de Moreau, redressement statique, le réflexe de Landau. La deuxième stratégie motrice, c'est tout ce qui est mouvement de recherche par la bouche. Donc rotation bouche, colonne, etc. Donc là, forcément, c'est l'enfant qui va aller chercher à manger, à s'alimenter, etc. Ensuite, on va avoir la troisième stratégie motrice qui va être le mouvement spinal, tout ce qui est redressement statique. Ça va permettre d'apprendre les mécanismes, les mouvements d'étirement du corps, les liens entre la colonne et la tête. Ok. Donc là, l'enfant va mettre en place des stratégies de pousser, tirer, atteindre quelque chose. Ok. La quatrième stratégie, c'est tout ce qui est flexion, extension latérale du rachis. Ok. Donc, on va pouvoir voir l'enfant mouvoir tout son dos, en fait, toute sa colonne, en faisant des connexions avec les ceintures pelviennes et scapulaires. Ok, donc, on va commencer à avoir là du retournement, des réflexes spinaux, de Galant, etc. Le réflexe tonique asymétrique du cou, réflexe tonique symétrique du cou, etc., etc. La cinquième stratégie motrice, c'est les mouvements homologues. Les mouvements homologues, c'est quoi? C'est les mouvements qui sont faits de manière simultanée, par exemple, bras et jambes. Comme si c'était, vous savez, comme s'il y avait un axe médian ici, et que cet axe médian, tout était symétrique d'un côté de l'autre. Donc, par exemple, quand le bras bouge, la jambe bouge du même côté. Donc ensuite, la sixième stratégie motrice, c'est quoi? C'est les mouvements homolatéraux. C'est les mouvements qui vont... pardon, mouvement homologue, c'est quand ça bouge des deux côtés en même temps, la symétrie. Mouvement homolatéraux, c'est des deux côtés en même temps, donc le bras avec la jambe. La septième stratégie motrice, c'est les mouvements contralatéraux. Donc là, c'est ce qu'on retrouve en quadrupédie, quand on voit des mouvements bras avec la jambe opposée. Donc voilà, ça c'est la stratégie qu'on devrait voir chez tout le monde, hein. Huitième stratégie motrice, la dernière, c'est la différenciation motrice. Donc c'est réaliser des mouvements intentionnels. Donc on peut dire que ça va être tous les mouvements qu'on va retrouver après dans la vie quotidienne. Donc voilà, ce qui est important de se dire, donc c'est là, on a fait une liste de stratégies motrices. C'est si on a une qui ne va pas, ben, il faut revenir à celle précédente. Si par exemple on a un bébé
qui se déplace, vous savez, que du même côté. Il rampe que d'un côté euh, en quatre pattes. Et bien là, il va peut-être falloir revenir au mouvement du coup homologue. Ok, donc refaire la symétrie. Ensuite, refaire travailler les mouvements de chaque côté, homolatéraux, et ensuite faire travailler la quadrupédie. Donc là, je vous renvoie un petit peu vers la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Là, vous pouvez la retrouver sur notre Instagram, sur l'Instagram LaboRNP. Vous verrez la vidéo, ça vous permettra de voir un petit peu déjà comment on peut procéder. J'ai donné un petit exemple comment on peut faire pour réintégrer ça. Maintenant, les points sur lesquels je veux vraiment appuyer, parce que c'est bien beau, on connaît les stratégies motrices, mais c'est souvent des erreurs de notre part. Ok, le fait que les différentes étapes chez l'enfant ne soient pas bien respectées. Euh, Le conseil qu'on peut donner aux parents, même si c'est très dur, surtout quand c'est le premier enfant, et je peux vous dire, je sais de quoi je parle, hein. J'ai un enfant, donc j'ai été dans cette situation-là, je le suis encore. Et on veut des fois chercher compliqué, rester simple. Ok. On n'a pas besoin de sursolliciter l'enfant. Il n'a pas besoin, l'enfant, à 3 ans, de connaître tous les épisodes de Il était une fois la vie. Ok. Votre enfant, à 5 ans, il n'a pas besoin d'avoir lu toute la littérature de Socrate, Schopenhauer et Albert Camus, quoi. Ok. Donc, rester simple. Ce qu'il faut surtout à l'enfant, c'est lui redonner de la sécurité. C'est vraiment la base. On redonne de la sécurité à l'enfant. Moi, je sais, Clément, il était une fois la vie, c'est la base, mais ça peut venir de manière ludique plus tard et l'enfant, voilà. Mais ouais, en fait, tu sais quoi, c'est bien Aziza, elle dit redonner de l'amour à l'enfant. Mais en fait, redonner de la sécurité, c'est de l'amour. Pourquoi? Parce que le cerveau, la première chose qui l'intéresse, le cerveau, c'est la sécurité, c'est la survie. Et la survie, bah, l'enfant, il en a besoin comment? Par l'amour. Donc déjà, euh, bah, quand votre enfant il pleure, allez le réconforter. OK? Donc voilà, soyez là pour l'enfant, sinon son réflexe de Moro ne va pas s'intégrer. Et votre enfant, il va développer d'autres troubles. Donc le réflexe de Moro qui ne va pas s'intégrer, euh, je vous donne quelques exemples hein, rapides. Qu'est-ce que ça peut entraîner un réflexe de Moro mal intégré? Donc on a laissé l'enfant pleurer de son côté, on s'en est pas occupé. La désorganisation, la désorientation, manque de coordination entre l'axe et la périphérie, incapacité à faire des choix, avec une résistance intérieure, donc ça veut dire c'est émotionnel, hein, mauvaise capacité d'adaptation. Alors, peur facile quand il y a quelque chose de nouveau, voire des phobies, une grande sensibilité, tendance à surréagir ou sous-réagir face aux peurs, bloque accès à la créativité, mauvaise capacité d'apprentissage, parasite nos réactions et nos apprentissages, hyperactivité motrice émotionnelle ou cognitive, peut impacter l'immunité, surexcitation des surrénales, allergies, infections, cauchemars, terreur nocturne. Et donc, rien que là, en citant un Moreau, bah, je suis sûr qu'on reconnaît la plupart des problématiques qu'on peut retrouver chez l'enfant. Donc, voilà. Déjà, redonner de la sécurité à l'enfant, rester simple. C'est très, très important. Vous savez, on a tous un moment, l'enfant qui va nous énerver. Là, les parents, vous allez vraiment comprendre. Et arrêtez-moi tout de suite si je me trompe. Vous savez, votre enfant qui il est surexcité, le soir, et nous, on a envie que d'une chose le soir, c'est qu'il aille au lit, qu'il se calme. Mais calme-toi, mais calme-toi. Et je vous donne un exemple hein, que j'ai fait parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend de toute façon. Euh, Mon enfant était surexcité, il courait partout. Et puis, il appelait toutes les 2 secondes. Baba, baba. En fait, il voulait de l'attention, quoi. Et à un moment, bah, j'en avais marre. Et c'est pas une soirée, pas 2 soirées, c'est souvent. Et à un moment, je m'assois à côté de son lit et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'arrive pas à dormir, je veux pas dormir. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment? Je lui dis, est-ce que ce que tu as besoin, c'est que je sois avec toi? Et là, l'enfant, il me dit, mon enfant, il me dit, mais oui, en fait, ce que je veux, c'est être avec papa. Alors déjà, non seulement, vous prenez une claque, mais là, on se dit, mais what, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon enfant, en fait, il est super excité,
il a eu une journée forte et émotionnelle, parce qu'il faut se dire que les enfants, ils captent beaucoup plus d'informations que nous. Euh, mince, j'ai pas mes notes. Si j'ai mes notes, je vais vous donner un truc. Je crois que c'est Stern, André Stern. Hop, je regarde juste ça. Qui dit ça. C'est un mec qui fait des recherches en neurosciences pour les apprentissages. Non, c'est Hutter, qui est un neurobiologiste, le professeur Hutter, qui dit en fait compte qu'un enfant, il va avoir un réflexe pavlovien. Donc, c'est, vous savez, le fait de s'émerveiller de tout. Il voit quelque chose, waouh, un oiseau, waouh, un papillon, waouh, si. Toutes les 3 minutes, toutes les 3 minutes. Imaginez une journée. Déjà, pour nous, c'est long une journée. Lui, toutes les 3 minutes, il a waouh, quelque chose de nouveau. Waouh, c'est magnifique. Ah, waouh, un jouet. Waouh, un caillou. Waouh, un insecte. Enfin bref, toutes les 3 minutes, un enfant. Un adulte, c'est une fois par an en moyenne qui s'émerveille comme euh, l'enfant. OK? Donc voilà. Donc, dites-vous que l'enfant, il a cette décharge de toute la journée où il a été surexcité, enfin sursollicité. En plus de ça, on lui demande des sollicitations. Nous, fais ci, fais ça, et range tes jouets, et fais ci, fais ça. Donc, en plus de ça, il y a plein de sollicitations. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il a besoin le soir? L'enfant, il a besoin de sécurité, et je vais du coup paraphraser Aziza, et d'amour. Donc, il faut être présent et il faut prendre un temps. Et du coup, bah, depuis, bah, tous les soirs, j'instaurais une routine. Il y avait déjà une routine de soirée. Alors, si vous avez des problèmes avec vos enfants le soir, installez une routine et ça leur servira toute la vie parce qu'on devrait même nous encore avoir des routines pour bien dormir la nuit. Mais la routine, c'est quoi? Bah, c'est on joue un peu ensemble, on va brosser les dents. Ensuite, tu vas lire un livre. Ensuite, on va aller faire le dernier pipi. Je reste 2 minutes avec toi et voilà. Donc voilà, bah, Clem, il me dit, tu anticipes ce que j'allais dire, routine est égale sécurité. L'enfant, il a une routine, il se sent sécurisé, il sent la présence de ses parents. Et on vit dans une société où tout va tellement vite, il y a tellement d'informations, que les parents sont sursollicités aussi, mais veulent aussi leur tranquillité. Ben, si vous voulez votre tranquillité, c'est moche à dire, mais en fait, il ne faut pas faire d'enfant. Pourquoi? Parce que ben, l'enfant, il a besoin il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a besoin d'attention. OK? Bah, c'est un peu, vous savez, comme les gens, je fais un sacré parallèle, comme les gens qui achètent des chiens, mais qui s'en occupent jamais. Ok, et après, ils disent, ouais, je comprends pas, le chien, il dévaste tout dans la maison, il a tout cassé. Bah, le chien, il cherche la sécurité aussi, hein. C'est exactement la même chose qu'un enfant, hein. Donc voilà. Donc, il faut rapporter de la sécurité. Si déjà vous faites ça, ça va être énorme. Prenez-lui, faites des câlins. Votre enfant, il pète un plomb, il devient violent avec vous. Vous savez ce que vous faites? Vous le prenez par derrière, vous le renfermez comme ça, vous lui faites un câlin. Renfermez ses bras, renfermez ses jambes. Vous le mettez en cocon, vous savez, comme une fleur là qui va pas éclore. Pourquoi? Parce qu'on va le replacer dans son réflexe de Moro. Il a besoin de cette sécurité. La routine de ma fille, depuis la première semaine qu'on a fait progresser, aucun problème au coucher, ni à la garderie. Ok, bah tu vois, nickel. Donc voilà, première chose, redonnez de la sécurité, de l'attention. Prenez ce temps-là pour votre enfant. Des fois, on se dit, oh, j'aimerais trop qu'il se couche parce que, je sais pas, je veux regarder ma série sur Netflix ou je veux un peu de temps tranquille avec mon chum ou ma blonde, etc. Enfin, j'en sais rien. Ben, vous allez perdre du temps de toute façon à essayer de mettre l'enfant au lit rapidement parce qu'il va revenir et revenir et revenir. Alors que accordez-lui le temps qu'il a besoin. Et c'est du temps que vous gagnerez par la suite. Mais voilà, un enfant, ça a besoin de sécurité, ça a besoin d'attention. Donc voilà, c'est tout simplement parce que l'être humain est un être sociable. Donc il a besoin d'interaction sociale. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous dis là? Et après, on a le droit de faire des erreurs. J'ai fait des erreurs. Plein de gens ont fait des erreurs. Et c'est pour ça qu'on qu'on en est là et qu'on sait un petit peu mieux ce qu'il faut faire. Parce que du coup, on a fait ces erreurs. Yep, me dit Clément. Les autres, ça vous parle? Vous en pensez quoi de tout ça? Aziza dit oui. Ok. Donc, déjà, rester simple, redonner de la sécurité. Maintenant, après, dans le développement de tout le reste,
Je vais faire très très simple. Euh, je tiens à remercier Clément qui m'a donné deux, trois idées en plus là pour le webinaire. Euh, ne serait-ce que dans la sélection des jouets que vous apportez à l'enfant. Ok, ne donnez pas de choses qui vont le surstimuler et ne lui donnez pas des jouets qui vont l'enfermer dans un schéma moteur qui ne va pas être le bon à ce moment-là. Ok, donc voilà, ou par exemple tout simplement euh, lui donner un jouet qui va lui permettre de se déplacer plus rapidement. Ok, on parle des trotteurs, Yupala, etc. Au Canada, vous savez que depuis 2004, le Yupala est interdit. Ne serait-ce que, déjà, oui, parce qu'il y avait des accidents, etc. Mais vous savez que le Yupala, le trotteur, c'est une gêne à la motricité. L'enfant, il va se mettre dans un Yupala à un moment où ses jambes ne sont pas faites pour le porter. Donc, du coup, ses hanches, elles vont être un peu dans le vide. OK. Donc, du coup, ça va pas pouvoir vraiment bien. euh, ça va pas être, ça va pas bien développer au niveau des jambes. OK. En plus de ça, le Yupala, votre enfant, vous sentez-vous en sécurité parce que vous dites, ah, mais au moins mon enfant, quand il tape quelque chose, s'il doit taper dans un mur, et ben, c'est le Yupala qui va taper. Mais ouais, mais le problème, c'est la proprioception. Ok. Moi, là, si j'ai un mur ici et que je me tape là, je me dis, ah tiens, ma tête, le mur, l'écart entre ma tête et le mur est loin. Hop, tiens, non, il se rapproche. Ah, ok, ça fait mal. Mais c'est ça, en fait, le développement de la proprioception. La proprioception, c'est la perception de son corps dans l'espace et dans le temps. Donc là, on se dit, ok, tiens, si je vais trop vite là, ça va taper. Ok, voilà, je le referai plus. Alors c'est sûr que des fois, quand on a un enfant, ça fait mal au cœur. On voit l'enfant tomber, se taper la tête plusieurs fois, mais voilà, il trouve ses repères. Le problème, c'est que s'il les a pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'enfant, à un moment, quand vous allez lui enlever le Yupala, qui va se mettre à courir et qui va tomber, l'enfant va peut-être même pas savoir à quel moment il va devoir mettre ses mains en opposition. Et donc, du coup, son réflexe de parachute, ok, ne va pas être bien développé, il ne va pas réussir à se retenir. Donc là, on va créer des mauvaises stratégies. Le problème, c'est tout ce qui est sous-jacent à ça. Les problématiques posturales, émotionnelles et cognitives qui sont sous-jacentes à ce mauvais développement. Donc voilà, il va falloir arrêter les Yupala, tout simplement. Parce qu'en plus, quand l'enfant il tombe, non seulement, hop, là, il y a le repère proprioceptif, mais en plus, quand il tombe, il y a quoi? Il y a une accélération de la tête. Alors, s'il tombe sur le côté, devant, derrière, peu importe, en diagonale, c'est les canaux semi-circulaires, c'est le système vestibulaire qui continue à être sollicité, à se créer. Ok, donc, voilà, c'est bénéfique. Voilà, le Yupala, le trotteur, il faut abandonner la chose. Ne vous dites même pas, ouais, mais c'est seulement 5 minutes. Non, stop. C'est néant. Tu as un enfant, le jour où il doit marcher, il marchera tout seul. Le jour où il doit se mettre assis, il se mettra assis seul. Ne mettez pas assis un enfant. Ah oui, mais c'est comme ça. Regarde comme elle interagit avec nous, c'est quand même mieux. Non, l'enfant interagit avec vous même s'il est au sol. Mettez-vous au sol avec lui. Point. Et voilà, ne mettez pas assis un enfant s'il n'y a pas besoin d'être assis. L'enfant, le jour où il se mettra debout, il se mettra debout et le jour où il devra marcher vers vous, il marchera debout. Ne l'aidez pas en tenant ses bras. Guillaume dit ma belle-sœur, prof de sport, un élève de 14-15 ans, qui, lors d'un exo de courir et toucher le mur pour repartir dans l'autre sens, ne s'est pas arrêté et s'est fracassé contre le mur. Voilà, ça serait trop drôle qu'elle lui demande au niveau de l'éducation, est-ce qu'il a été dans un trotteur Yupala ou est-ce qu'il a été dans un parc? Parce que les parcs aussi, les parcs, ça peut être sécurisant pour le parent, en fait, pas pour l'enfant. Ok. Et alors là, super remarque, je croise un ami de longue date quand je fais mes courses la semaine dernière. Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ça faisait au moins 6 mois que je ne l'avais pas vu. Et donc, on discute et tout, nanani, nanana. Puis son fils a grandi, il a 14 ans. Et là, il me dit, bah, tu sais quoi, moi, je suis allé à l'école, j'ai été convoqué parce que mon fils a fait ça. Et qu'est-ce qu'on s'inquiète euh, pour eux, quoi. Et son fils y répond, mais tellement naturellement, il dit, oui, mais c'est les adultes qui se font des soucis, pas nous. Nous, on connaît nos limites. En fait, l'enfant, il était juste, ok, il a fait une bêtise, il avait conscience de ce qu'il a fait, il explorait ses limites. Alors, je dis pas que c'est tout le temps bien, mais je dis, mais des fois, il faut leur faire confiance, quoi. Qu'est-ce qui n'est pas néfaste pour l'enfant
Maïsan, du coup. Clément, l'éducation à la douleur. Un enfant qui tombe va regarder la réaction du parent pour savoir comment réagir. Mais complètement. Et on le voit, hein, si on fait ouais, comme ça, quand il tombe, l'enfant, il va réagir différemment que si on va vers lui, on fait oh mon pauvre, tu t'es fait mal et tout. Donc alors, on prend en compte le fait qu'il soit tombé. Ah, ça va, comment ça va? Tu t'es pas fait mal, t'as pas de bobo, etc. Ça va. Est-ce que t'as pas fait de trou dans le sol? Mais voilà, on n'a pas de surréaction. Le mouvement n'est pas néfaste. Et tu dis l'éducation à la douleur, c'est marrant parce qu'on m'a dit, mais dans un autre contexte de formation, on m'a dit euh, l'apprentissage se fait par les échecs et la douleur. Mais c'est ça, en fait. Marie nous dit pour la position assise. Nous ne voulons pas que notre fille le soit, mais elle peut se mettre à pleurer pour être assise alors qu'elle ne tient pas encore vraiment toute seule. Mais pourquoi? Parce que elle a déjà été habituée à être assise. Parce qu'en fait, compte, euh, voilà, dans son développement, tu vois, elle va pas le faire si elle n'a pas eu à le faire jusque-là. Tu vois. Et c'est normal qu'un enfant pleure. Parce que quand les réflexes archaïques se développent, tu as plusieurs phases dans le développement des réflexes archaïques avant qu'ils soient intégrés. Tu as des phases où, de développement, tu as des phases, alors j'ai plus le nom en tête. Ah, on le dit dans la formation, mais j'ai plus le nom en tête là. Tu as des phases en fait où l'enfant, il va mal le vivre. Et c'est là où il y a les pleurs, etc. Des phases de frustration. Ensuite, il y a une phase où ça va mieux, d'adaptation. Puis de nouveau, une phase de frustration. Et en fait, ces frustrations, c'est là que l'enfant pleure, s'énerve. Et c'est souvent là où le parent veut aider l'enfant. Et c'est exactement là où le parent ne devrait pas intervenir et continuer à laisser son enfant faire seul. Donc voilà. Comme ça, tu en sais un peu plus sur les phases de développement, comment ça se développe un réflexe archaïque. Et en fait, quand il faut laisser l'enfant faire. Très important. Et c'est sûr, c'est normal la frustration, mais c'est ce qui le pousse à aller plus loin. Rappelle-toi, l'enfant, tous les 3 minutes, s'émerveille. Il s'émerveille par tout ce qu'il va faire. Il va faire réussir quelque chose, il s'émerveille. Mais s'il n'avait pas le goût de réussir à le faire seul, et s'il ne s'énervait pas à le faire seul, eh ben, il n'y aura pas un bon développement. Ok. Ou alors, s'il va le développer quand même, au final, parce que oui, mais attends, moi j'ai mis mon fils dans un Yopala et il n'en est pas mort, tu vois. Oui, mais pourquoi tu viens me consulter? Pourquoi tu me dis que ton enfant il a des problématiques de hanche en permanence? Pourquoi tu me dis que ton enfant il a des problèmes pour parler et avoir une bonne allocution, etc. Pourquoi tu me dis que ton enfant il a des problèmes dysorthographie, dyscalculie, graphique, peu importe. Pourquoi tu me dis que ton enfant il est hyperactif? Est-ce qu'il est vraiment hyperactif ou tout simplement c'est quelque chose qui n'est pas intégré chez lui au niveau des réflexes archaïques? Tu vois, il y a ça aussi à relativiser. Et, euh, et mon enfant, il en est pas mort. Mais pourquoi mon enfant, il a des tendinites à répétition depuis 10 ans à sa cheville droite? Tu vois, enfin voilà, ça, c'est des questions qu'on peut se poser après coup. Et donc, c'est souvent dû à des stratégies motrices qui ont été chantées. Moi, ce que je vous conseillerais, par exemple, l'enfant, c'est de jouer dehors avec lui. Il faut qu'il joue dehors. Il y a un contact, c'est sûr, la nature. Il faut. On est fait pour vivre dans la nature à la base, hein. Euh, Arrêtez de les mettre devant la télé. L'œil humain, vous savez qu'il est fait quand même pour voir au loin. Il est fait pour voir ce qui se passe très loin. Donc, ce qui calme l'œil, ce qui permet de soulager l'œil, les tensions qu'on a au niveau de l'œil, et alors là, je vous parle si vous avez des migraines, etc., c'est de regarder au loin. Si aujourd'hui, vous êtes toute la journée devant un ordinateur, devant votre téléphone, et que le soir, vous êtes devant la télé, et que vous avez des migraines à répétition, bon, commencez à vous poser les bonnes questions. Il faut relâcher les yeux. Et vous avez beau vous mettre un stylo, travailler votre convergence oculaire tous les jours, voilà, ça ne servira à rien si vous continuez à travailler dans un esprit néfaste. Si moi, tous les jours, je fais de la muscu, mais que je mange Big Mac le midi et le soir, je ne vais pas prendre de la masse ou que de la masse grasse, quoi. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Il faut de la motricité. Si vous arrivez à inculquer du mouvement le plus souvent possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Et de ne pas l'enfermer aussi tout de suite dans une activité spécifique. Il faut qu'il y ait le plus de mouvement possible. Ça, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans, hein. Il faut que l'enfant, il teste tous les sports. C'est cool, quoi. Ah, mais t'as pas trouvé ton sport alors que tu as 7 ans. Mais on s'en fout, quoi. L'enfant, il va tester plein de sports et c'est comme ça qu'il va se développer. L'être humain, il a besoin de ramper, marcher, courir, escalader, etc. Euh, Clément nous dit, sachant qu'on développe principalement l'hémisphère droit en début de vie, c'est égal le mouvement, 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 mouvement. Ouais. On veut aujourd'hui spécialiser très rapidement alors que ça serait plus tard. C'est ça.
Normalement, une spécialisation au niveau sportif, ça devrait intervenir entre 12 et 14 ans. Donc, vous avez le temps, hein. Et il y a même des mecs qui finissent champion du monde alors qu'ils ont commencé leur sport à 16 ans. Donc, voilà. Bon. Si votre enfant doit être champion du monde quelque part, c'est parce qu'il sera doué. C'est pas parce que vous l'aurez mis très tôt dans une activité sportive. Moi, ce que j'adore, ce que je peux vous recommander, c'est jouer avec des balles. Pourquoi? Parce que quand on joue avec une balle, qu'on lance la balle, qu'on la renvoie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on travaille la convergence, la divergence oculaire. Ok. On travaille la poursuite, la fixation de la balle, les saccades oculaires. Voilà, c'est le meilleur jeu en fait de jouer avec des balles. Ne, ne cherchez même pas à stimuler votre enfant avec un stylo. Jouez avec une balle, jouez avec un objet, son doudou, j'en sais rien. Envoyez-lui, il vous le renvoie. En plus de ça, il va commencer à développer sa précision, du rythme. Et voilà, il va développer tous ses apprentissages comme ça. Donc c'est excellent. Euh, ne surstimulez pas l'enfant, ça c'est sûr. Bon, et voilà, on en a parlé déjà tout à l'heure. Il est trop stimulé. L'enfant, il ne doit pas savoir lire, marcher, compter avant tout le monde, s'asseoir seul et sans aide, etc. Voilà, tout ce qu'on a parlé avant, quoi. Ne le surstimulez pas. Il faudrait du coup laisser des stimulations générales se mettre en place, du mouvement, du jeu. Et comme on disait, la spécification se passe par la suite. Les écrans. Ouais, mais c'est juste 5 minutes. Non. Bah, comme disait Clément tout à l'heure, c'est principalement l'hémisphère droit qui doit se développer en premier. Donc, ça va passer par le mouvement. Si vous le mettez devant la télé, bah, on risque de développer l'hémisphère gauche prématurément et du coup, il va y avoir un problème au niveau du cerveau. Il faut savoir un truc, et ça, on me le dit déjà, j'avais rencontré une orthophoniste il y a 5 ans, je crois, dans une formation sur la posture aussi, je ne sais plus c'était laquelle. Et elle me disait déjà, bah, tu sais quoi, en cabinet, nous, on a une nouvelle forme d'autisme. Et on a appelé ça l'autisme virtuel. Alors, ils n'arrivent pas à le quantifier précisément si c'est dû aux écrans, les formes d'autisme qu'ils ont. Par contre, ce qu'ils arrivent à quantifier, c'est dès qu'ils enlèvent les écrans et qu'ils redemandent aux parents bah, de faire le plus de mouvements possible avec l'enfant, et ben, ça va beaucoup mieux et beaucoup plus vite que sur d'autres autismes. Donc, ils ont appelé ça l'autisme virtuel. Donc, faire très très attention. Et donc après, ouais, voilà, un truc que je voulais dire aussi par rapport, pour revenir pour la petite fille là, qui était assise tout à l'heure, elle était habillée avec une robe. Mais c'est trop mignon, elle est habillée avec une robe. Ouais, mais ce qui est mignon n'est pas forcément bon pour l'enfant. L'enfant a besoin de se mouvoir, d'avoir la meilleure motricité possible. Si vous lui mettez une robe qui ne lui permet pas ce mouvement, eh ben, elle va être embêtée dans son mouvement et ça va pas lui permettre de se développer comme il faut. On va chanter des stratégies motrices. Votre enfant, il a 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Ne lui mettez pas de chaussures. Il ne sait pas marcher. Ça sert à quoi? Laissez-le pieds nus tout le temps. Oui, mais il va avoir froid parce que tu comprends. Mais qui c'est qui va avoir froid? C'est l'enfant qui a froid ou c'est la maman qui a froid pour l'enfant? Donc voilà, la maman ou le papa, hein, je ne veux pas me mettre de maman à dos là. Euh, donc voilà. Ouais, le pyjama pour l'enfant, c'est le top, hein. En fait, il faut le laisser en pyjama. Moi, je crois que mon fils, les 6, 7 premiers mois, il était quasiment tout en pyjama. Il était jamais habillé, pas de jeans, rien, hein. C'était pyjama tout le temps. Mais ouais, ça servait à quoi de mettre autre chose? Il fallait qu'il aille par terre, qu'il se rampe, etc. Alors des pyjamas sans le pied inclus dedans, ou alors vous le découpez, clouc, 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 la partie pied. Et, euh, et puis voilà, il y a des stimulations. Euh, Laissez votre enfant marcher dehors pieds nus de temps en temps, même quand il commence à marcher. Mais oui, parce que le contact qu'il va avoir avec le sol, là, avec l'herbe, ouais, ça va être exceptionnel. Le premier contact qu'il va avoir avec la neige, avec ses pieds, mais ça, il faut le filmer, ce premier contact qu'il va avoir avec la neige, votre enfant, c'est exceptionnel. Donc voilà, et c'est là où ces capteurs proprioceptifs vont se développer encore mieux. Déjà, le pied supporte 3 grammes de pression. Ok. Il est stimulé à 3 grammes de pression. En plus de ça, il n'y a pas que des mécanorécepteurs dans la proprioception. Il y a les barorécepteurs, thermorécepteurs, etc. Donc, tout ce qui est chaud, froid, c'est super important pour l'enfant. Donc, voilà. Voilà, voilà ce que j'avais à dire ce soir sur les stratégies motrices. Et donc, du coup, maintenant, je vais laisser un petit temps de questions-réponses. Et vous allez voilà, poser vos questions. Dites-moi ce que vous voulez, etc.
Je suis tout oui. Est-ce que vous avez des questions? Merci Lou et Annie pour ta remarque. Allez-y, dites-moi, est-ce que c'était clair pour vous? À partir de quel âge on peut mettre en place un travail reprogrammation neuroposturale? Ben, je pense à tout âge, hein. Donc, si ton enfant, par exemple, il a du mal à faire de la quadrupédie, eh ben, on revient sur les stratégies motrices, comme énoncé. On peut reprendre à la base, ou on peut reprendre à la stratégie motrice juste avant. Si on voit que celle d'avant, ben, ça ne reprend pas, ben, on va aller encore à celle d'avant, et ainsi de suite. Après, on peut redévelopper ben, toute l'ontogénèse, donc le fur et à mesure de son développement euh, neuromoteur. Et puis voilà. Est-ce que l'apparition des dents a une influence sur la motricité? Bonne question. Je pense, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a une influence sur la nuit de l'enfant, donc forcément sur le sommeil. Le sommeil, c'est l'apprentissage, donc ouais, il va y avoir une influence. Qui c'est qui me disait? Je crois que c'était un dentiste qui me disait que quand une dent sort, ça fait aussi mal que quand ça fait ouais, aussi mal que quand tu te brises un os. Donc imagine pour l'enfant ce que ça peut provoquer. D'où pourrait provenir un réflexe nauséeux? Vas-y, explique-moi les symptômes exactement. Maïsan, c'était très intéressant. Merci pour l'intervention. Ben, merci à toi d'être là. Sébastien, surtout si le dentiste a une dent contre nous. Ah, excellent. Eh, elle est pas mal ta blague, Seb. Tac. Aziza, des terreurs nocturnes, c'est à partir de quel âge? À part Moreau, autre chose à régler? Ah ouais. Ouais, terreur nocturne, t'as d'autres choses à régler. Reprends, Aziza, c'est le module 3 avec le tableau des réflexes archaïques et de tout ce qui a trait aux réflexes archaïques. Tu vas voir que dans les terreurs nocturnes, tu en as quelques-uns. Donc voilà. Ça peut être un RPP, tu sais, t'as les RTP, etc. Tous les réflexes de stress. Après, tu peux avoir d'autres réflexes qui peuvent interférer. Ah, Maïsen, la question. Je crois que c'est Clément qui nous avait partagé il y a 2 ans. Hein, 2 ou 3 ans, Clem, là, tu nous avais partagé une photo d'un enfant qui était venu te voir, 5 ans, avec des semelles d'un orthopédiste au Canada, là, à Québec, Tabarnouche. L'enfant, il fait sa voûte plantaire à l'âge de 6 ans, à peu près, tu vois. C'est là où apparaît la voûte plantaire. Avant, pas de semelle. Euh, la semelle est bien si elle a un but réel. La semelle ne devrait pas être une norme. La semelle, c'est un accompagnement. Je sais pas, tu as des grosses douleurs en dessous du pied, on va te soulager un peu le pied, mais c'est comme un plâtre en fait. Et quand ça va mieux, on enlève le plâtre. Mais le problème, c'est que si tu as le plâtre tous les jours, bah, tes muscles ne travaillent pas, donc tu vas pas l'améliorer, tu vois. Oui, mon Dieu, Montréal, s'il te plaît. C'est pas pareil, Montréal et Québec? On est d'accord que patron moteur et réflexe archaïque, c'est pareil. Ça dépend comment tu le places. Ça dépend de quelle école on parle. Donc voilà. Patron moteur, on va dire que on peut assimiler ça à des stratégies motrices. Donc ouais. Geoffrey, symptômes. Cela peut arriver quand le bébé tète au sein ou quand elle met ses mains dans sa bouche. Alors il faudrait regarder tous les réflexes de succion, fouissement, déglutition, etc., etc. Ça peut être intéressant de regarder tout ça. Donc quand tu fais ça, tu sais, tu sais, attends, j'ai un pinceau. Tu prends un pinceau, tu fais ça. Tu regardes comment ça réagit, etc., etc. Regarde le développement des pieds aussi, le Babkin, l'agrippement, etc. Ah, c'est ça, j'entendais tout à l'heure dans l'intro RNP, il faut absolument des contractions isométriques. C'est bien de cette manière qu'on va intégrer rapidement les réflexes archaïques. Alors, les contractions isométriques, c'est vraiment quelque chose qu'on adore parce qu'on a un changement très rapide. Euh, Ça marche énormément, les réflexes, les intégrations isométriques, mais il y a des fois où on ne peut pas les faire. Bah, un enfant de 6 mois, tu ne peux pas faire d'intégration isométrique. Donc, tu vas passer autrement. Donc, voilà.
Ça, on en discutera si tu veux ensemble de comment tu peux intégrer différemment, Aziza, différentes techniques d'intégration. On en parlera au séminaire présentiel si tu veux. Qu'est-ce que je pense des chaussures minimalistes pour enfants? Moi, s'il n'y avait pas de mère qui allait avec mon enfant, tu vois, mon enfant, il serait tout le temps pieds nus, tu vois. Pour de vrai, on achète des chaussures minimalistes. Le problème étant, je vais pas te donner une marque. On a acheté des chaussures minimalistes sur Internet. Ok. Donc, un truc de ouf, hein. On a payé ça 70 balles, des chaussures que tu sais, l'enfant va mettre 6 mois, là, t'es trop dégoûté. Et en fin de compte, en même temps, on a acheté des chaussures chez un équipementier sportif très connu avec une marque bleue et blanche. Et on a comparé les deux paires de chaussures, bah, elles étaient équivalentes. Donc en fin de compte, on a acheté plutôt des chaussures chez l'équipementier sportif qui coûtent 10 euros pour notre enfant. Et en fait, c'était trop bien. Tu sais, chez cet équipementier sportif, ils ont des chaussures très très souples et qui sont des espèces de chaussons de gym. Et ben en fait, mon fils n'a porté quasiment que ça les, du coup, quand il marchait jusqu'à ses 4 ans. Même là encore maintenant, tu vois, il en porte. Par contre, ça s'abîme très vite. Bon, elles coûtent moins de 10 euros, tu vois, les chaussures. Elles sont nickel. Et là, elles sont minimalistes, hein. Il sent les cailloux sous ses pieds, il sent tout, quoi. Par contre, quand on est à la maison, euh, dans tout ce qui est jardin, etc., c'est au maximum pieds nus. Mais au maximum. Je fais tout pour qu'il soit pieds nus au maximum. Même pas de chaussettes, hein, pieds nus. Et je peux dire, j'ai tellement vu de choses. Je peux même parler tu vois, je donne encore l'exemple de mon fils, où à un moment, je voyais un truc lié au pied qui n'était pas bien développé. C'est pour ça, en fait, que je dis, il faut pas se mettre de pression avec les enfants. Je voyais quelque chose lié au pied. Et, et en fin de compte, tout simplement, je l'ai fait marcher encore plus pieds nus. Mais devant chez moi, tu vois, j'ai des cailloux. Et donc, je le faisais aller sur les cailloux, je le faisais aller dans du sable, parce que j'ai mis un bac à sable, et je changeais les stimulations. Et puis après, j'ai des petits plots sensoriels à la maison, je faisais marcher sur les plots sensoriels. Ça a réintégré tout seul. Donc voilà, on ne se pose pas de questions. On y va tranquillement, on fait les stimulations au moment où ça nous paraît opportun. Il faut le sentir, hein. Quand vous vous dites, est-ce que est-ce que je réintègre tout de suite à mon enfant ou pas? Ben, comment tu le sens, toi? Est-ce que tu le sens que c'est le bon moment ou pas? L'important, c'est la semelle du dessous, souple et non rigide, comme pour nous en fait. Ouais, c'est ça. Je valide les pieds nus toute la vie. Ok, bah nickel. Merci à toi, Paul. Est-ce que vous avez encore des questions? Je vais arrêter l'enregistrement et puis si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas.